Trois invités ce soir pour parler d'un thème peut-être provocateur, mais qui a tout son sens. Justice, état de droit, le premier assure-t-il l'épanouissement de l'autre. Justice burkinabé, locomotive ou boulet de la construction de l'état de droit, c'est le thème qui nous réunit ce soir. Emmanuel Ouedraogo est le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Burkina Sama. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Avec nous également, maître Ibrahim Samuel Guitenga, il est avocat au barreau du Burkina. Bonsoir. Monsieur Bidjibril, bonsoir. Troisième invité, Wilfried Zoundi, il est juriste, ancien député CNT. Et il a été le rapporteur de la loi sur les statuts de la magistrature. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. D'accord. Alors, notion de définition pour que nos téléspectateurs comprennent bien déjà l'état de droit, ses fondements, ses principes. C'est quoi l'état de droit? L'état de droit, c'est un état qui fonctionne sur la base d'une constitution et qui dispose d'un certain nombre d'institutions qui garantissent un fonctionnement respectant un certain nombre de droits. Donc les droits des citoyens. Et c'est quoi ces fondements? Ça se fonde sur quoi quand on parle d'état de droit? C'est quoi ces principes? Eh bien, il faut savoir qu'un état de droit doit avoir donc un certain nombre d'institutions qui fonctionnent sur la base démocratique, c'est-à-dire qu'il faut des élections qui mettent en place les organes législatifs et exécutifs. Et il faut aussi qu'il y ait une justice indépendante qui permettent justement de garantir justement le respect des droits et les libertés. Il y a aussi, je crois, une nuance, on peut parler de nuance justement entre état de droit et état de droit démocratique, non, M. Zoundi? Tout à fait. Pour faire simplement, je vais reprendre une définition de Robert Badinter qui disait que l'état de droit, c'est un état où nous avons des lois qui sont publiées, une administration pour les exécuter et une justice pour les faire respecter, simplement. Maintenant, état de droit et démocratie. Ça me rappelle la doctrine de Gérard Corner qui dit que l'état de droit, c'est la transposition politique de la démocratie. La démocratie, c'est la transposition juridique de l'état de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état de droit et la démocratie sont deux aimants qui ont pour un seul pôle, à savoir le respect des droits et libertés fondamentaux du citoyen. Un état de droit, naturellement, ouvre la voie à la démocratie, et une démocratie ne peut être véritablement une démocratie authentique sans respect de l'état de droit. Donc c'est les deux faces d'une seule médaille. La démocratie ne peut pas s'épanouir en dehors de l'état de droit, Samuel. Je pense que ça va être un peu difficile que la démocratie s'épanouisse en dehors de l'état de droit. L'état de droit, pour moi, de façon simple, c'est tout simplement un état dans lequel les individus et l'État, personnes physiques et morales, sont tous soumis à la loi. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. On parle aussi de pouvoir judiciaire ou d'autorité judiciaire. Oui, tout à fait. C'est quoi? Alors, le Burkina Faso a opté pour le pouvoir judiciaire, ce qui veut dire que la Constitution n'a pas entendu reléguer la justice au stade de simple autorité, ce qui donne beaucoup plus de force justement à cette institution. Contrairement, par exemple, en France, on parle d'autorité judiciaire. Alors, il y a plusieurs écoles, parce que bon, il y en a qui considèrent qu'à partir du moment où les acteurs donc, de cette institution ne sont pas élus, eh bien, on ne peut pas les considérer comme un pouvoir, etc., etc. Mais pour notre constitution, évidemment, on a opté pour le pouvoir judiciaire. Et qu'est-ce qui sied, l'autorité judiciaire ou le pouvoir judiciaire, M. Zoundi? Bon, c'est un choix de constitution. Comme il a dit, la Constitution française, à son article 64, titre 13, a parlé de l'autorité judiciaire. Ici, dans notre Constitution, on a parlé du pouvoir judiciaire. Dans l'esprit de Montesquieu, qui, dans son esprit de loi, a parlé de trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et le choix de la Constitution burkinabé, c'est de consacrer ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Cependant, en ce qui concerne maintenant l'interprétation qui est faite de ce pouvoir, je pense qu'il y a beaucoup de doctrines. Tout à l'heure, on pourra en parler, sur la théorie politique de Montesquieu depuis 1748, a défini ce qu'on doit apprendre par l'esprit de l'ordre des trois pouvoirs. Je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Il y a également ce rapport entre la nature des régimes politiques et la séparation des pouvoirs, justement, maître. Oui, il y a effectivement la nature du régime et les différents pouvoirs. Mais je crois que pour ce qui concerne le cas du Burkina, lorsque l'on parle du pouvoir judiciaire,
On a voulu ériger le pouvoir judiciaire au même statut que les deux autres. Donc, du coup, on a le pouvoir législatif qui légifère, le pouvoir exécutif qui exécute et le pouvoir judiciaire qui contrôle donc l'exécution des lois votées. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui devrait être l'idéal justement pour consolider cet état de droit, élever justement la justice au même niveau, ou peut-être même plus? Je pense que si nous voulons des pouvoirs indépendants qui s'assument, qui s'exécutent dans l'intérêt général, il faut donc leur donner les pouvoirs qui sied dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, qui ne veut pas dire justement l'absence de collaboration, mais une collaboration intelligente entre les différents pouvoirs. Oui, un pouvoir conféré par qui, comme on l'a dit, ici, ce ne sont pas des gens élus. Oui, bien sûr. En fait, je pense que tout dépend de la pierre angulaire qui sous-tend justement les institutions de la République, c'est-à-dire la Constitution. Et donc, le pouvoir constituant originaire a opté justement pour le pouvoir judiciaire et bien sûr la séparation des pouvoirs, parce que cette séparation, lorsqu'elle fait effectivement, on accorde assez d'importance justement à ce pouvoir judiciaire, ça permet bien sûr de mieux garantir donc les libertés individuelles et collectives, puisque la Constitution confère justement à la justice donc le statut de gardien donc des libertés individuelles et collectives. Alors, il y a eu en 2015 les États généraux de la justice. Visiblement, je m'adresse là à Wilfred Zoundi, qui a été donc ancien député du Conseil national de la transition et rapporteur de la loi sur les statuts de la magistrature. Et tout est parti de là. Justement, on pense que depuis ce temps-là, la justice a pris trop de pouvoir. Et par moments, on a comme l'impression que pour vous, acteurs, c'est quelque peu des regrets. Non, pas du tout. Je l'assume. Et même si c'est à refaire, nous allons encore défendre cette loi devant l'hémicycle. Ça fait qu'on peut avoir l'impression que le pouvoir judiciaire actuellement est un peu comme l'albatros de Charles Baudelaire, avec ses ailes de géant qui l'empêchent de marcher et de voler. Mais pourquoi ainsi? Parce que l'indépendance de la justice n'est pas une panacée. C'est une des thérapies qu'on a appliquées à un diagnostic. Mais le diagnostic, il est vaste. Vous savez que le problème de la justice burkinabé revient de loin. Cette justice traîne beaucoup de tard. Et lorsqu'on prend l'ensemble des diagnostics qui ont été faits depuis belle lurette, je prends par exemple le Forum national de la justice qui s'est passé en 1998. Ensuite, il y a eu le collège de charges. Dans le Forum national de la justice, il était question de la crise de confiance entre le justiciable et la justice. Quand on prend le collège de charges en 2000, on parlait d'une justice à double vitesse. On parlait d'une culture de l'impunité. Quand on prend également le rapport sur la Commission nationale des réformes constitutionnelles qui s'est passé en 2015, on parlait d'une emprise de l'exécutif sur le judiciaire. On parlait également d'une justice qui était phagocytée par l'exécutif. On parlait d'une justice qui avait un problème d'accessibilité. Et on parlait également d'une justice qui était démunie. Il fallait trouver une solution. Et une des solutions, c'est l'indépendance. Il faut l'expérimenter et maintenant faire le bilan et tirer les leçons pour le futur. Et l'indépendance, justement, il y a pour prendre cette formule-là de l'avocat, votre collègue Maître Samuel Gitenga, Prosper Farama, qui dit que le Père Noël a apporté beaucoup de cadeaux aux magistrats, mais l'Esprit Saint n'a pas encore visité ce corps. Oui, il a tout à fait raison, parce que l'indépendance n'est pas que des textes. Pour moi, l'indépendance de la justice, ça se trouve aussi dans la conscience du juge. Vous avez beau avoir des textes parfaits, vous avez beau avoir des institutions bien faites, et si vous n'avez pas des hommes qui ont conscience qu'ils veulent être indépendants, vous n'aurez pas une justice indépendante. Oui, Emmanuel Ouedraogo, c'est tout le débat aujourd'hui. On pense que pendant longtemps, on a revendiqué cette déconnexion, cette indépendance, parce qu'on estimait que la justice, c'est un pouvoir, mais ce pouvoir-là, véritablement, avait du mal à s'épanouir. On a pensé que depuis 2015, avec toutes ces réformes, aujourd'hui, la justice a les pleins pouvoirs, et même beaucoup de pouvoirs, on pense. Mais en même temps, dans la pratique, on a comme l'impression que ce pouvoir n'est pas forcément exercé, justement, en faveur de l'état de droit.
Alors, moi, je voudrais simplement qu'on nuance la lecture que l'on peut avoir justement de la réalité ou non du pouvoir judiciaire au Burkina Faso. Je pense que c'est un peu trop dire que de penser que le pouvoir judiciaire, en réalité, est un pouvoir en excès accordé à la justice au Burkina, alors qu'il n'en est rien, en fait. Il faut le dire clairement. Quand on parle de pouvoir judiciaire, il faut parler système. Et à partir du moment où c'est un système, ça veut dire qu'il y a un ensemble d'agencements qu'il faut prendre en considération pour voir est-ce que véritablement et ça peut fonctionner comme effectivement les textes le prévoient. Je suis d'accord que les textes ont consacré un certain nombre de pays dans la sous-région. Je pense que le Burkina Faso fait exception par rapport justement à la réforme qui accorde un certain nombre donc, de prérogatives à la justice, à commencer d'abord par le Conseil supérieur de la magistrature qui n'est plus présidé par le président du Faso et où le ministre de la Justice ne siège plus. Et l'ensemble des prérogatives voilà, qui étaient accordées en partie à l'exécutif quant au fonctionnement de ce Conseil supérieur de la magistrature qui garantit justement l'indépendance de la magistrature, ces prérogatives ne sont plus accordées à l'exécutif. On est d'accord pour cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'indépendance, ça s'exprime dans le quotidien en juridiction. Ce n'est pas à travers seulement le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Quand on parle d'indépendance, il faut s'interroger au niveau des juridictions, comment est-ce que les juges vivent justement cette indépendance. La question est justement comment vous mesurez aujourd'hui ces avancées, ces acquis qu'on pourrait mettre dans le panier de l'indépendance. Alors, il faut le dire, nous constatons de façon concrète au niveau des juridictions et dans le traitement des affaires que cette indépendance est vécue par les magistrats sans pour autant dire qu'il n'y a pas de tentatives d'incursion de l'exécutif. Il y a quelquefois des tentatives d'incursion de l'exécutif. Et il y a des difficultés parce que, pour revenir à ce que le pacte a prévu, il y a un certain nombre de mécanismes qu'on n'a pas encore mis en place. Parce que si vous prenez par exemple l'aspect pénal, qui fait intervenir justement les officiers de police judiciaire, vous allez vous rendre compte que le pacte avait prévu qu'il fallait créer un corps d'officiers de police judiciaire qui allait être mis à la disposition de la justice. Parce que déjà, dans le processus, si évidemment, avec le doublement hiérarchique, par exemple, de ce corps, les parquetiers, parce que justement, c'est à travers justement ces officiers de police judiciaire que les parquetiers arrivent à mener certaines enquêtes dans le cadre des procédures qui leur sont soumises. Si évidemment, on n'institue pas justement ce corps d'officiers de police judiciaire, et là, actuellement, les officiers de police judiciaire sont appréciés par une hiérarchie autre que les procureurs. Conséquence, ça peut jouer justement sur les procédures parce que certaines instructions peuvent rencontrer des difficultés dans la pratique pour leur mise en œuvre. Alors donc, il y a d'autres réalités qui font que ça peut impacter sur le fonctionnement de la justice, de sorte que l'on peut penser que les magistrats ne sont pas indépendants ou ne vivent pas réellement leur indépendance, alors que les magistrats veulent bien assumer leur indépendance et faire, dans le cadre de leur travail, percevoir justement cette réalité, mais dans le rendu de la justice, on peut s'apercevoir qu'il y a des difficultés qui ne sont pas forcément liées justement aux magistrats. Oui, Maître Gistenga, oui. Parce que finalement, on a comme l'impression que la justice a tout pour assumer cette indépendance. Mais je pense que c'est même prématuré que de dire actuellement que la justice a tout. Si on devrait même appliquer l'effectivité des textes, on prend l'article 72 du statut de la magistrature, vous allez vous rendre compte que les textes ont prévu que le pouvoir judiciaire soit au même rang que le pouvoir législatif et exécutif. Est-ce que nous en sommes là aujourd'hui? Donc c'est pour dire on n'est pas là? Je n'en pense pas. Parce que on dit par qu'il moment, faut pas... l'exécutif a l'impression que le judiciaire a plus de pouvoir que lui. En fait, il ne faut pas considérer tout simplement le traitement salarial comme étant le garant de l'indépendance de la justice. Je suis désolé. L'indépendance de la justice est d'abord une volonté politique. Si vous avez une volonté politique d'avoir un pouvoir judiciaire indépendant, vous allez lui doter des textes
qui sied pour que son indépendance soit assise. Et si vous avez aussi la volonté, vous allez lui donner les institutions qui sied et lui donner les moyens de fonctionnement pour que la justice puisse aller de façon indépendante et rendre donc des décisions dans l'intérêt général. Je pense qu'à l'étape actuelle, avec les blocages que l'on constate de ça et là, il y a encore des questions à se poser quant à l'indépendance véritable de la justice. Wilfried Zoundi, c'est votre avis parce qu'on a l'impression que c'est une inversion du jeu de rôle où finalement, le judiciaire, parfois, on a l'impression que le judiciaire finit par persécuter parfois ou exerce plus de pouvoir sur finalement l'exécutif par moment. Il est question ici de la collaboration même entre les différents pouvoirs. Contrairement à ce que le secrétaire général disait et ce que M. Kitanga disait, non, l'indépendance, ce n'est pas une coquille vide. Nous avons eu une réforme très progressiste. On est même en avance vis-à-vis de la France. Pourquoi? Non seulement il a rappelé, le président du Faso n'est plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice ne siège plus au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Et, tenez-vous bien, même le parquet, aujourd'hui, ne dépend plus de l'exécutif. Même le parquet. En 2017, vous savez que le juge constitutionnel français a été saisi d'une QPC, ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Parce que le parquet voulait invoquer l'indépendance que la Constitution française lui consacrait à l'article 64. Et qu'est-ce que le juge constitutionnel a dit? Le juge constitutionnel a dit non, vous, le parquet, vous êtes le répondant de la politique du gouvernement en matière pénale. L'indépendance qui a été consacrée au juge du siège ne s'applique pas avec les mêmes garanties au juge du parquet. Par voie de conséquence, vous ne pouvez pas être indépendant parce que les prérogatives du gouvernement doivent être conciliées avec l'indépendance de l'autorité judiciaire. Nous sommes même en avance vis-à-vis de la France. Or, ici, non seulement, même les procureurs ne répondent plus de l'exécutif. Et le ministère de la Justice est devenu comme une reine d'Angleterre. Dans aucun pays dans ce monde, vous verrez ça. Or, ici, les juges ne sont pas élus comme dans le canton de Genève en Suisse. Donc, l'indépendance, ce n'est pas une coquille vide. Oui, Emmanuel, donc, du coup, vous l'écoutez, en fait, ça pose un problème. Justement, en réalité, moi, je voudrais bien raisonner comme M. Zoundi, mais je crois qu'il est loin des juridictions. Il ne peut pas savoir la réalité vécue dans les juridictions par rapport à la réalité des rapports entre les parquetiers et le ministère de la Justice. Ce qu'il faut savoir, j'ai bien dit que le pouvoir judiciaire, son indépendance, ne peut être appréciée en dehors du système. Parce que ce que vous devrez savoir, c'est que la justice, pour qu'on perçoive réellement son indépendance, c'est à travers les résultats, justement, du travail abattu dans les juridictions. Et ces résultats, c'est de ces résultats que dépendent justement dépend la perception donc, des citoyens quant à cette indépendance. Et justement, c'est ce résultat aussi qui font que la perception n'est pas... Et le pacte, c'est un tout. Le pacte, en réalité, si vous le lisez intégralement, vous vous rendrez compte que son contenu tient compte du fait que l'indépendance de la justice doit être appréhendée de manière systémique. Et il y a des aspects en rapport avec l'indépendance même dans son contenu. Il y a des aspects en rapport avec le fonctionnement même des juridictions. Il y a des aspects en rapport avec la moralisation justement d'institutions judiciaires. Et il y a le mécanisme de veille, de suivi et de contrôle donc, de la mise en œuvre du pacte qui devrait être mis en place pour permettre d'avoir un organe qui est en dehors des trois pouvoirs pour pouvoir suivre et veiller justement à la mise en œuvre du pacte. Mais le pacte a été mis de côté. C'est ça en fait qui est dommage. Et de telle sorte que quand on nous dit aujourd'hui qu'on a donné un excès de pouvoir à la justice ou à la magistrature, en réalité, on dévie en fait la logique qui aurait voulu qu'on mette en œuvre ce pacte-là. Parce que, comme M. Kitanga l'a dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'accorder un certain nombre d'avantages, avantages du reste qu'on ne respecte pas, puisque l'ensemble des textes qui devraient garantir un certain nombre d'avantages aux magistrats, beaucoup de textes ne sont pas mis en œuvre. Ce n'est pas tant les avantages en tant que tels, parce que les gens ne voient que les avantages. Et récemment, si je prends la rencontre avec le président du Faso qui a eu lieu le 14 novembre 2019, un point a été fait sur
l'état des lieux au niveau donc de la justice. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y a beaucoup de difficultés. Des difficultés. Des difficultés sérieuses. D'accord. On est en ligne, le professeur Ousseni Ili, enseignant-chercheur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Alors, on parle donc de justice, d'état de droit. On a lu votre interview cette semaine dans le quotidien d'État citoyen et parlant de cette indépendance de la justice, où vous estimez que en fermant le CSM à tout acteur extérieur, y compris les représentants du peuple, on transforme la magistrature un peu comme un ordre professionnel où les magistrats n'ont de compte à rendre qu'à leur père. Et pour vous, ça, c'est gênant. Oui, absolument. Absolument. Puisque la magistrature, la justice est un pouvoir et le corollaire de tout pouvoir, c'est la redevabilité. La redevabilité à qui? La redevabilité à celui qui a conféré le pouvoir, c'est-à-dire le peuple. Donc, c'est-à-dire que les juges, l'exécutif, le parlementaire, ils doivent rendre compte, puisque ce sont les trois délégataires donc, de pouvoir. Et les autres, ils rendent compte à travers les élections. Et maintenant, chez nous, le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne regroupe que les magistrats, finalement, le juge, lorsqu'il a des comptes à rendre, lorsqu'il commet des fautes, finalement, il est jugé par ses pairs et c'est un peu gênant. Si vous prenez des systèmes comme les États-Unis, par exemple, le pouvoir disciplinaire à l'égard des juges, notamment fédéraux, est exercé par le Parlement, exactement de la même manière comme on destitue le président des États-Unis. Donc, dans notre système tel qu'il est fait aujourd'hui, il n'y a pas de redevabilité en réalité pour les magistrats. Il n'y a pas de redevabilité. Pour vous, il faut ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature à des personnalités non magistrates. Absolument, absolument. Quand vous regardez, puisque nous nous sommes inspirés de la France, quand nous avons réformé notre Conseil supérieur de la magistrature, la France était exactement dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'il y avait le président de la République, il y avait le ministre de la Justice. Ça a été critiqué, on les a enlevés. Et lorsqu'on les a enlevés, on a pris le soin de garder des représentants des autres pouvoirs, notamment le Parlement, l'exécutif, et également on a fait intervenir des personnalités indépendantes, vous avez des professeurs d'université et autres, de sorte que le Conseil supérieur de la magistrature ne regroupe pas que des magistrats. Parce que comme je l'ai dit, la magistrature, ce n'est pas un ordre professionnel, ce n'est pas l'ordre des avocats, ce n'est pas l'ordre des médecins. C'est une institution de la République. Et comme c'est une institution qui assume un pouvoir, il doit avoir des représentants du peuple. Et l'exécutif fait partie des représentants, le Parlement fait partie des représentants, la société civile. Donc tout ce monde-là doit avoir un regard sur le fonctionnement de la justice, mais également demander des comptes aux magistrats lorsqu'il le faut. Est-ce que vous avez l'impression que le Conseil supérieur de la magistrature du Burkina fonctionne comme un syndicat de magistrats? C'est l'impression que ça va donner. C'est l'impression que ça va donner, puisque si ça ne regroupe uniquement que des magistrats, en ce moment, il n'y a qu'un seul représentant, donc le président du FASO. Si ça ne regroupe que des magistrats, c'est l'impression effectivement que ça va donner, c'est que ce sera comme un syndicat 10 de magistrats. Puisque, voilà, ce sont les magistrats qui vont juger leurs pairs, ce sont les magistrats qui contrôlent comment la justice fonctionne. Donc, finalement, justement, l'une des raisons qui habilité donc à ce qu'on ouvre le Conseil en France aux personnalités extérieures, c'est d'éviter justement le corporatisme, d'éviter que le Conseil ne soit vu comme étant un syndicat mixte de magistrats. Et pour vous, il y a comme une forme aujourd'hui de dialogue de sourds, ou même que vous pensez qu'il n'y a pas de cas de dialogue entre le CSM finalement et l'exécutif, et pourtant, ces cas de rencontre existent, non? Oui, justement, il y a un cadre, il y a des rencontres statutaires qui sont prévues avec le président, mais l'idée, si c'était ouvert, si le Conseil regroupait tout le monde, entre guillemets, c'est-à-dire les représentants de l'exécutif du Parlement et des personnalités indépendantes que je défends, si on avait ce type de conseil, le dialogue il est permanent. Alors qu'aujourd'hui, le dialogue, en réalité, en dehors du fait qu'il y a un représentant du chef de l'État
peut de temps en temps lui faire rendre compte. Et en dehors de la rencontre annuelle que le président du FASO a avec les magistrats, il n'y a pas, le dialogue n'est pas permanent. Et donc, alors que si le Conseil était élargi, beaucoup de crises, beaucoup de tensions auraient pu être jugulées dès ce niveau. Et je pense que l'ouverture a beaucoup plus d'intérêt que cette forme d'isolement donc des magistrats. Et finalement, on pense qu'ils sont de leur côté et qu'ils s'arrangent entre eux. Donc je pense même qu'il est de l'intérêt même des acteurs de la justice que cette ouverture soit faite. Merci, professeur. Je vous en prie. Merci. Oui, Emmanuel Ouedraogo. Oui, en fait, je crois que ce qu'il dit est exact, mais seulement ce qu'il faut noter, c'est que cette préoccupation avait déjà été prise en compte dans le Pacte national pour le renouveau de la justice. Dans la phase diagnostique, le débat a été posé. Effectivement, il ressortait de façon consensuelle qu'il est important d'ouvrir le CSM à des acteurs extérieurs justement à l'institution, sans pour autant que ces acteurs extérieurs soient en nombre plus élevé que les magistrats. Donc les magistrats... Est-ce que là, on ne revient pas en arrière finalement? Non, on ne revient pas en arrière, parce que les magistrats, c'est un corps. D'accord? C'est un corps. Et c'est cet organe qui doit gérer la carrière des magistrats, c'est cet organe qui décide de tout ce qui concerne donc la vie professionnelle des magistrats. Donc on ne va pas laisser justement cet organe entre les mains en majorité de personnes extérieures, encore que ces personnes extérieures sont en majorité proposées par les organes de l'exécutif et le législatif. Donc ce serait dangereux. En réalité, on reviendrait en arrière si effectivement ces personnes extérieures étaient majoritaires par rapport aux magistrats. Alors, ceci dit, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une expérience que le Burkina Faso va vivre certainement, mais on verra au bout du compte ce que cela donnera. Mais je veux simplement préciser que ce n'est qu'un élément dans le processus de mise en œuvre du pacte. Parce qu'aujourd'hui, on va trop vite en besogne. On n'a mis que quelques aspects du pacte en œuvre et on veut déjà juger la justice, alors qu'il y a beaucoup d'éléments du pacte qui n'ont pas encore été mis en œuvre. Je vous ai dit qu'il ne faut pas que l'on oublie que la justice, la justice dépend du système. Qui empêchent l'épanouissement de l'institution judiciaire? Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Comme quoi, par exemple? Bien sûr. D'abord, il faut noter que du point de vue de l'opérationnalisation des juridictions pour les rendre beaucoup plus performantes, il y a un ensemble de besoins à satisfaire. Et le pacte avait prévu d'abord, pour ce qui concerne le personnel judiciaire, le pacte avait prévu un plan quinquennal de recrutement de personnel judiciaire, magistrats, GSP, greffiers. Mais vous notez que depuis un certain temps, par exemple, il n'y a plus de recrutement de magistrats. Ça, c'est déjà un problème au niveau donc, de cet élément-là. Le pacte avait prévu la création du Centre national de formation des professions judiciaires. Ce centre, en réalité, devrait pouvoir tenir compte du particularisme justement de la justice dans la formation initiale et la formation continue. Et la question de la formation initiale se pose aujourd'hui avec acuité parce qu'au niveau de l'ENAM, on n'arrive pas véritablement à prendre en charge de façon beaucoup plus efficiente cette question. Et la formation continue, malheureusement, qui est toujours pilotée à travers la direction des ressources humaines du ministère de la Justice, n'appréhende pas la question des formations sur la base des besoins réels des juridictions en fonction de leur spécialisation. Moi, je suis arrivé au niveau de la Cour d'appel depuis 2016. Jusqu'à la date où je vous parle, je n'ai bénéficié d'aucune formation continue. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis obligé moi-même de me perfectionner. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un sérieux problème. Et ça, c'est réel pratiquement dans beaucoup, justement, de juridictions. Et le pacte avait prévu, justement, la création du corps de police judiciaire, malheureusement, qui n'a pas encore été mise en place. Et, par exemple, pour pouvoir suivre la performance des juridictions, il y a des rapports trimestriels qui devraient être, des rapports d'activité trimestrielle, qui devraient être produits par les juridictions. Malheureusement, là également, il n'y a pas un suivi dans ce sens, parce qu'effectivement, ça demande une organisation
qui permettent justement un agencement entre les différents intervenants comme le ministère de la Justice. Et ces rapports devraient être fournis également à l'autorité de mise en œuvre du pacte, qui était un organe extérieur qui pouvait dire « Ah, là, l'exécutif est en train d'empiéter sur le judiciaire, là, le judiciaire est en train de faire trop, etc. » Il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de points sur lesquels, évidemment, si on ne met pas en œuvre tous ces éléments, je pense que juger la justice sur la base de ce qui est aujourd'hui, c'est aller trop vite en besoin. On peut relever des insuffisances, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il ne faudrait pas trop s'en prendre à l'institution, alors qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Oui, Frizoundi. Oui, merci. D'abord, je pense que quand je prends le parcours au niveau de la justice, je regarde les acteurs qui étaient partie prenante. Je prends au hasard, je vois ici une UPS, je vois ici MPP, je vois ici ADF, EDA, je vois ici Coalition nationale des organisations de la société civile, et même le CGD, bref. Je pense que tous ces données-là ne sont pas dans les juridictions, mais ils ont pu accoucher d'un pacte qui permet à la justice de bien fonctionner. Donc n'évoquez pas ma distanciation avec les juridictions pour ne pas appréhender ou comprendre les problèmes judiciaires. Parce que, avant tout, la justice est rendue au nom du peuple. Et le diagnostic qui a été fait sur le fait de l'accessibilité à la justice. La justice ne doit pas avoir un rideau de fer avec le peuple. Mais l'impression justement qu'on a aujourd'hui par rapport au fonctionnement après ces réformes, aujourd'hui, le professeur l'a dit, il a l'impression que le CSM est devenu une forme de syndicat de magistrats et que la justice finalement sert les intérêts des professionnels de la justice. Il a comme l'impression que ce n'est pas une justice forcément qui est au service de l'état de droit et du peuple. Le diagnostic, il est vrai, c'est pourquoi je suis membre de la commission constitutionnelle, nous avons fait des réformes pour ouvrir la brèche du CSM, pour permettre qu'au-delà des membres qui sont membres d'office du CSM et des membres élus, qu'on puisse ouvrir la brèche pour permettre à des personnalités, par exemple de la société civile, à des personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale. La justice ne doit pas rester une chasse gardée. Non, pas une chasse gardée des magistrats, parce que la justice est rendue au nom du peuple. Article 386 du Code de procédure civile. Donc, il faut que l'opinion publique comprenne cela. Ce n'est pas pour rien, Honoré de Bazac dit que on ouvre le prétoire. Pourquoi on dit l'audience est publique? C'est pour permettre à monsieur le public de voir comment la justice est rendue en son nom. Parce que le peuple qui demande les juges de rendre la justice. C'est fondamental. Outre cela, la question de la justice, ce n'est pas seulement une question d'indépendance. Il y a la question également de la crédibilité des acteurs. Depuis belle lurette, on parle des juges acquis. Quand on prend le parcours au niveau de la justice, le préambule, on dit une nouvelle justice qui doit constituer une rupture avec les pratiques inégalitaires du passé. Les pratiques du passé. Il faut qu'on mette fin à la culture de l'impunité au sein de la justice. Rappelez-vous, le conseil de discipline qui a été mis en place par le Conseil supérieur de la magistrature, on en est où? On a vu la bataille de clochers qui s'est passée entre les différents camps au sein de la magistrature qui a abouti à une annulation du Conseil d'État, et on en est où? Non, ça donne l'impression à l'opinion que non, on consacre une impunité vis-à-vis des juges. Et là, non. Il faut que celui qui doit rendre la justice même soit lui-même un modèle, un exemple d'incorrigibilité et d'intégrité pour pouvoir rendre la justice au nom du peuple. Donc le problème de la justice, le diagnostic qui a été fait depuis belle lurette, ce n'est pas seulement la question de dépendance. Il y a également la question de la crédibilité des acteurs pour qu'on puisse restaurer la confiance qu'il y a qui devrait y avoir entre le justiciable et la justice. Et je me rappelle la lettre quand le procureur Armand Ouedraogo, procureur de la Cour de cassation et procureur de la Haute Cour de justice, je rappelle que sous la transition, j'étais vice-président de la Haute Cour de justice. J'ai eu à travailler avec lui, je le connais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je me rappelle très bien, la justice est en train de manquer un rendez-vous historique qui aurait permis, comme certains pays de la sous-région, de restaurer un crédit perdu depuis plusieurs années d'impunité dont ont bénéficié certains de ses membres avec la complicité d'hommes politiques. Ce rapport avait épinglé, entre guillemets, 37 magistrats, 5 avocats, 3 greffiers et quelques agents de police judiciaire. Il ne faudrait pas qu'on en reste là. Parce que si la justice doit en rester là, c'est comme si la justice elle-même était une chasse gardée, était un bastion imprégnable qui pouvait échapper à toute reddition de comptes vis-à-vis du peuple. Ah non, tout le monde doit répondre, c'est le principe d'égalité des citoyens devant la loi et devant la Constitution posée par l'article 1er de notre loi fondamentale. Maître Djitanga, c'est comme si finalement personne ne contrôle la justice.
Elle fait ce qu'elle veut, et je vais parler des professionnels. Et finalement, est-ce que ça sert l'état de droit? Alors, je pense que c'est là toute la question. On accorde l'indépendance au pouvoir judiciaire pour qu'il rende la justice au nom et pour le compte du peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Mais si vous permettez, je vais revenir un peu sur la comparaison tous azimuts, qui voudrait que l'on compare un peu les textes avec ce qu'il y a ailleurs, comme en France, comme en Angleterre ou ailleurs. Vous savez, si l'on devrait s'en tenir à des textes, aujourd'hui, on peut dire que la justice burkinabé, elle est parfaite. Si l'indépendance était que textuelle. Mais est-ce que pour autant que vous pouvez comparer la justice burkinabé à celle française, malgré que nous avons des beaux textes? C'est pour ça qu'il a parlé de crédibilité. Mais justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en tenir au texte. Prenons même le pacte, le fameux pacte dont on cite à bon escient. Le pacte, quelle est sa valeur juridique aujourd'hui? Je me rappelle quand Mamadou Sawadougo, l'ancien bâtonnier, disait que le péché mignon du pacte est qu'il n'a pas été signé par les corrupteurs. Ce pacte-là, ça peut être une volonté des acteurs. Mais est-ce pour autant que vous pouvez le brandir en justice, par exemple, contre quelqu'un parce que ce pacte a été signé et devrait servir de repère? C'est juste un référentiel. Mais c'est juste un référentiel. C'est pourquoi je dis l'indépendance de la justice, c'est une volonté politique. Si vous avez la volonté politique, tout ce qui est dit dans le pacte, vous pouvez mettre ça en œuvre. Pourquoi ce n'est pas mis en œuvre? Est-ce pour autant que vous pouvez poursuivre ceux qui n'ont pas mis ça en œuvre parce que le pacte a été signé et n'a pas été mis en œuvre? Mais aujourd'hui, les acteurs de la justice ont les moyens de contraindre le politique à aller dans ce sens, de faire cette volonté. Mais les acteurs de la justice n'ont pas les moyens de contraindre le politique pour aller dans ce sens, justement. Je vous dis, les textes, ce qui a été prévu dans le pacte, s'il y a des institutions à mettre en œuvre, est-ce que c'est le pouvoir judiciaire qui va mettre ces institutions en place? S'il y a des textes à adopter, c'est le pouvoir judiciaire qui va adopter ces textes? Je pense qu'il faut situer les responsabilités. La responsabilité du pouvoir judiciaire se contente tout simplement du rendu de la justice. Est-ce que les acteurs sont conscients de leur profession? Est-ce qu'ils le rendent en âme et conscience? Est-ce qu'ils le rendent en toute indépendance? Est-ce qu'ils le rendent au service du peuple? Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut interroger. Parce qu'on a vu récemment, l'actualité, elle est là, c'est cette affaire qui oppose l'État à des juges. Mais justement. Et justement pour cette histoire de coupure, voilà, pour faire de grève. Oui, l'impression que ça donne justement, c'est que la justice, elle est toute puissante, elle peut se rendre justice. Tout à fait. Je pense qu'en réalité, ce feuilleton qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive a une particularité tout simplement parce que les demandeurs sont des magistrats. Mais on ne peut pas aussi leur enlever la qualité des citoyens qui peut aller en justice lorsqu'il a un problème contre quelqu'un ou contre l'État. Il faut aller vers le juge. Et à ce niveau, c'est là que l'indépendance du magistrat devrait s'exprimer. Parce que l'indépendance du magistrat, ce n'est pas seulement à l'égard de l'exécutif. Ce n'est pas seulement à l'égard du législatif. Ce n'est pas seulement à l'égard du citoyen lambda. C'est y compris à l'égard de son propre collègue. Parce que son seul référentiel, c'est la loi. S'il doit rendre la justice au nom et à l'esprit et la lettre de la loi, je ne vois pas pourquoi il va se laisser influencer par la demande de son collègue. Il n'y a pas de corporatisme. En principe, il ne devrait pas y avoir. S'il y en a, c'est en ce moment qu'il faut combattre justement ce corporatisme parce qu'un pouvoir ne peut pas se résumer à du corporatisme. En ce moment, ça va poser problème. Emmanuel Ouedraogo. Oui. Alors, je vais peut-être revenir sur l'intervention de M. Zoundi parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à ramener toujours l'indépendance de la magistrature au CSM. Le CSM est un organe qui accompagne le président du FASO, garant de l'indépendance de la magistrature, donc qui aide justement à atteindre donc les objectifs de cette indépendance. Et ce qu'il faut noter, c'est que cet organe également fonctionne dans le cadre d'une république qui a des règles de fonctionnement. Alors, la commission d'enquête dont il fait état, c'est justement cette commission, sa mise en place, qui a fait l'objet de recours devant les juridictions, le Conseil d'État, qui a remis en cause justement cette commission-là.
Et ceux qui ont exercé ces recours étaient en droit d'exercer leurs recours et ils ont obtenu gain de cause. Aujourd'hui, nous avons la commission d'admission des requêtes qui travaille, qui reçoit des plaintes, qui est en plein travail. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce que, comme ça a été le cas à l'époque où on ventile toutes les informations concernant justement la procédure qui était en cours dans la presse, qu'on dise qu'il y a tel nombre de magistrats qui sont épinglés et autres. Ça relève du sensationnel. Il faut peut-être faire beaucoup attention. C'est un peu ce que vous avez fait récemment, non, avec cette question de la sortie du ministre, par exemple. Non, en fait, pour ce qui concerne la sortie du ministre de la Justice, il y a des choses qui ont été dites dans cette interview qui ne correspondaient pas à la réalité. Et il ne faut pas non plus que l'on se taise pour regarder des choses qui ne sont pas en conformité avec la loi. L'opinion a besoin d'être informée sur la réalité, sur les règles, sur les procédures. Et c'est ce qui a justifié que l'intersyndicale fasse donc sa déclaration. Alors, je veux simplement que l'on comprenne que l'indépendance de la magistrature, les magistrats déjà, dans leur vécu quotidien, font l'effort de mériter justement cette confiance que le peuple leur a accordée. Et ça se perçoit dans le travail qui est abattu dans les juridictions. Ça se perçoit dans le travail. Et vous pouvez le constater dans l'annuaire statistique qui est publié par le ministère de la Justice. J'ai sous les yeux le tableau de bord de la gouvernance édition 2019 de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Quand vous regardez, vous allez vous rendre compte véritablement du travail qui est fait au niveau des juridictions, qui est très appréciable. Le chef de l'État lui-même, il a félicité les magistrats qui, malgré les difficultés, font les efforts donc de faire un travail appréciable. Mais la perception de la justice est de deux ordres. Il y a la perception officielle et il y a la perception officieuse. Et ce sur quoi s'attache M. Zoundi, c'est la perception officieuse. Si le travail qui est fait n'est pas appréciable, le chef de l'État lui-même, à la suite des rencontres et par rapport au bilan qui est fait, allait le relever. Et j'ai toujours dit qu'il faut faire attention pour ne pas apprécier la justice sur la base de dossiers pris isolément. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a un travail qui est abattu. Il y a un travail qui est abattu au quotidien par les magistrats. Et il faut s'intéresser à ce travail-là. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est fait au quotidien, quelles sont les difficultés des magistrats. Mais très souvent, on ne voit personne sortir parler des difficultés rencontrées des magistrats. Mais on a tendance à jeter l'opprobre sur l'institution à toutes les occasions. Alors, l'institution judiciaire qui doit être cette locomotive pour la construction de l'état de droit, pour vous, quels sont les obstacles aujourd'hui à cette construction de l'état de droit? Alors, les obstacles sont nombreux parce qu'il faut noter d'abord que du point de vue justement des moyens, les moyens à mettre à la disposition de la justice, ces moyens effectivement font défaut. Les moyens en ressources humaines. Si vous regardez, dans beaucoup de juridictions, et cela est ressorti bien sûr à l'occasion de la rencontre avec le chef de l'État, il y a une insuffisance en personnel, à la fois magistrats, JSP et greffiers. Il y a le problème des infrastructures et des moyens logistiques et matériels. Pour les infrastructures, vous prenez les hautes cours. Beaucoup de magistrats n'ont pas de bureau. Au niveau de la cour d'appel de Ouagadougou, il y a un problème sérieux de bureau. Ce même problème est vérifiable à Bobo Dioulasso, du reste où ils sont en location et disséminés dans la ville. Les infrastructures, il y a encore un gros souci à ce niveau, vous dites? Un gros souci. D'accord. Le matériel, les moyens logistiques et financiers, il faut dire par exemple pour ce qui concerne les aspects financiers. Je prends l'exemple, juste un échantillon d'exemple concernant les assises criminelles, qui constituent un pan important de l'activité judiciaire. Malheureusement, les juridictions ne peuvent pas organiser les assises criminelles
Par manque de moyens. Manque de moyens. Par manque de D'accord, moyens. vous allez continuer. On prend quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur, bonsoir. Monsieur Mokhtar Gibrila nous appelle de Ouagadougou. Oui, on vous écoute. Voilà, en fait, c'était pour l'interview concernant ce que vous parlez là. Oui. Voilà, en fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des dossiers que les jurés ont entachés pendant des années, mais elles ne parlent pas de ça. Maintenant, pour eux, là, quelques chemins-là, elles ont déjà géré et puis condamné que l'État doit les reverser. C'est ce qui énerve les gens, quoi. Maintenant, le dossier des années passées là, elles ne parlent pas de ça. C'est pour eux là. Ça veut dire que selon la population, elles sont là pour eux. C'est pas pour la population. En fait, c'est ce qui énerve la population, quoi. D'accord. Voilà. Merci pour votre intervention. Alors, je remercie justement le téléspectateur qui vient d'appeler. Le sentiment, effectivement, que les justiciables éprouvent par rapport à la célérité, en fait, comment dirais-je, au retard dans le traitement des dossiers. Si vous regardez les statistiques judiciaires, vous allez vous rendre compte de l'évolution qu'il y a depuis 2009 jusqu'à 2018 pour l'annuaire qui est disponible. En 2009, la durée moyenne de traitement d'un dossier à l'instruction était de 4 ans. Et en 2018, il est passé à 1 an, 7 mois. Ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait. Il y a eu quand même une évolution. Je vous ai dit qu'il y a un ensemble. Les magistrats ne sont pas en nombre suffisant par rapport à la charge de travail qui pèse sur leurs épaules. Il y a des entraves. Et ce qu'il faut noter, matériel. la norme internationale en termes de ratio, c'est 10 magistrats pour 100 000 habitants. Le Burkina Faso est au stade de 2,5 magistrats pour 100 000 habitants. Ça veut dire que pour quelqu'un qui veut mener une analyse sérieuse, il perçoit toute la difficulté qui pèse sur l'épaule des magistrats. Alors, et quand vous prenez par exemple le nombre de décisions rendues par magistrat, qui va de façon croissante, 44 en 2016, 100 en 2017 et 105 en 2018 par an. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution significative. Et ça, ce sont des moyennes qui sont basées sur les études statistiques de l'annuaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est de se poser la question maintenant du point de vue de la qualité de la justice. Est-ce qu'il y a des insuffisances? Certainement, il y a des insuffisances. Moi qui vous parle, jusqu'à aujourd'hui, il m'est difficile d'accéder à des décisions de la juridiction de cassation sur des décisions que j'ai rendues. J'ai 20 ans de carrière aujourd'hui. C'est vrai que D'accord? c'est Et il m'est difficile justement de pouvoir voir des décisions rendues par la juridiction de cassation sur mes propres décisions. Parce qu'il n'y a pas un effort de compilation d'un recueil de jurisprudence. Le pacte en a fait état, en demandant qu'on fasse justement l'effort de mettre en place donc des revues ou des recueils de jurisprudence et même des revues documentaires pour permettre aux magistrats d'avoir au moins un suivi par rapport justement au rendu de la justice. Parce qu'il faut qu'on puisse apprécier le travail de la justice. En France, au jour le jour, et à travers les juridictions supérieures comme la Cour de cassation, dès lors qu'il y a un changement dans la jurisprudence, c'est perceptible. Moi, je reçois le bulletin de la Cour de cassation française chaque 15 jours. C'est ce travail-là qu'il faut pour accompagner la justice. Voilà, c'est ce travail qu'il faut. Parce que, vous voyez, c'est ce que ça demande comme effort dépasse le cadre du simple magistrat en juridiction. Voilà. Il faut que les citoyens comprennent aussi cette réalité. D'accord. Oui, Joundi? Oui, je voudrais qu'on s'entende très bien. Au départ, j'ai bel et bien dit que j'ai été rapporteur de la loi portant statut de la magistrature. Je l'ai défendu devant mes pairs. Et si c'était à refaire, je le referai. Parce que je crois qu'une justice véritablement indépendante, une justice crédible, impartiale, contribue à renforcer l'état de droit et permet à la démocratie d'être encore plus belle. J'ai pas devant moi ici les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, adoptés le 13 décembre 1985 par les Nations Unies. Le point 7 dit ceci. Chaque État membre a le devoir de fournir les ressources nécessaires pour que la magistrature puisse s'acquitter normalement de ses fonctions. Cela dit, je l'ai dit au départ ici,
Je suis content de savoir qu'en ce qui concerne la mise en cause des magistrats, un travail est en train de se faire dans l'ombre. Parce que les sensationnels n'arrangent pas l'opinion publique et n'arrangent pas ou même la magistrature. Parce que quand on regarde le problème qui s'est passé entre l'exécutif et le judiciaire récemment, l'article 53 de la Constitution permet qu'une concertation entre l'exécutif, le président de façon et le judiciaire, et on pouvait régler ça hors du pétoire. On dit souvent, même un mauvais arrangement vaut mieux souvent qu'un bon procès. C'est pourquoi la sortie du CSM, comme l'a soulevé le professeur Elie, relève pour moi du sensationnel. Ce n'était pas nécessaire de mon point de vue. C'est mon opinion. L'un de moi a donné une leçon. D'ailleurs, vous continuez, on prend M. Ouedraogo en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, on vous écoute, M. Ouedraogo. Voilà, bonsoir. Bon, je voudrais participer. Oui. C'est par rapport aux conditions de l'indépendance de la justice. Alors, moi, je pense que parmi les conditions, par exemple, les juges ne doivent pas être déplacés par le gouvernement. Et les juges ne doivent pas être destitués par le gouvernement. On doit avoir une magistrature assise. Et le juge ne doit pas faire de la politique. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de la politique. Il est chargé d'éclairer les masses et de rendre justice et de dire les droits. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le juge, dans l'exercice de ses fonctions, fait de la politique? Mais bien sûr, bien sûr. Ah c'est oui? ça le problème. C'est ça qui fait que le pouvoir n'est pas à mesure d'arrêter le pouvoir. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'indépendance. L'indépendance de la justice n'existe pas. Biaisé. C'est ça, c'est bien. Il y a des nominations politiques là. Nous lisons entre les lignes. D'accord. Ok. Merci, M. Ouedraogo. Je peux continuer? D'accord, ok. D'accord. Donc, je disais que, à ce qui concerne la séparation des pouvoirs, comme l'a expliqué le professeur Elie, la théorie, en réalité, il faut une collaboration entre les pouvoirs et l'ensemble de collaboration doit contribuer à protéger les droits fondamentaux des citoyens. La question aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'entre l'exécutif et le législatif, la collaboration, elle est là parce qu'il y a l'effet majoritaire aussi au niveau de l'Assemblée qui fait que, bon, c'est à peu près le même ensemble. Mais apparemment, on a l'impression justement, c'est qu'à côté des deux, il y a le judiciaire qui fonctionne quelque peu en vase clos. Or, il ne faudrait pas ça. Parce que quand le juge rend sa décision, l'article 386 du Code de procédure civile dit quoi? Man et ordonne. Demande, c'est l'État à travers les commandants et les forces de défense et de sécurité qui prêtent main forte pour que la décision soit exécutée. Donc l'État lui-même aide la justice à exécuter les décisions de justice. Faute de quoi? La justice n'a pas l'impérium. Mais si on aboutit à des situations où, entre les deux, il y a un clash, et que des décisions de justice sont rendues et ne sont pas exécutées, là, c'est dangereux. On va vers la déliquescence même de l'état de droit. Parlant de politisation de la justice, l'intervenant de tout à l'heure a été très pertinent. De par le passé, on a vu des magistrats qui faisaient de la politique partisane sans pour autant avoir pris les libertés avec les règles, les tests qui régissent le corps de la magistrature, qui dit qu'il faut démissionner. Mais tout cela, quand on parle de perception, c'est la somme des rapports qu'on a ici qui a fait le diagnostic. Et c'est à travers cela qu'on doit maintenant appliquer la thérapie. On a besoin de réinventer la roue. Maître Ditenga, finalement, un rapport visiblement conflictuel entre l'exécutif et le judiciaire, et ça, ce n'est pas au service de l'état de droit. Le rapport conflictuel nuit fondamentalement aux droits fondamentaux. Lorsque le justiciable se présente en justice, son objectif, c'est de quoi? Satisfaire sa demande. Et quand vous prenez la situation actuelle, l'accessibilité de la justice, pour moi, ça ne consiste pas tout simplement à venir voir le juge. Ça consiste non seulement à voir le juge, à avoir une décision qui soit rendue dans les délais, que cette décision soit disponible également dans les délais. Et exécutée. Et exécutée dans les délais. Mais vous avez souvent des décisions qui sont rendues. 2 ans, vous n'avez pas même la décision encore disponible pour l'exécuter. En ce moment, le justiciable, lui, ne sait pas que vous avez une indépendance textuelle qui vous permet de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas son problème. Ensuite, la célérité et les procédures multiples. Si vous avez une procédure de référé,
Le Code de procédure civile vous dit qu'il faut d'abord une requête pour demander au juge l'autorisation avant d'assigner. Un doublon qui n'est pas utile, à mon sens. Il faut déjà supprimer la requête là. Et on vient directement par l'assignation, on saisit le juge et il apprécie votre demande pour voir si oui ou non elle est fondée. D'ailleurs, c'est ce qui se passe devant le tribunal administratif. Pourquoi ne pas harmoniser cela? Ensuite, le conflit qu'il y a entre les acteurs de la justice et l'exécutif pose fondamentalement problème. Souvenez-vous, l'année dernière, avec, je ne dirais pas grève, mais ils appelaient ça mouvement d'humeur de la GSP. On a fait combien de mois sans pouvoir tenir des audiences? Qui perd? Le justiciable. Pendant ce temps, des gens sont détenus. Ils ne peuvent pas être jugés. C'est leurs droits qui sont mis en cause. Nous, en tant qu'avocats, on a marché ici pour demander à ce que cette situation soit réglée. Après ça, il y a le conflit avec les greffiers. Ça a duré combien de temps? Pendant ce temps, qui souffre? Le justiciable. Après ça, c'est la situation maintenant des magistrats. Qu'est-ce qu'il faut conclure? Je crois que tant qu'il n'y a pas un dialogue sincère, on ne pourra pas s'en sortir de là. Et les conflits sociaux, à mon sens, vont progressivement selon la croissance d'une société. C'est maintenant à cette société de faire preuve de maturation dans la gestion de ces conflits sociaux. Comment peut-on avoir de façon permanente des conflits qui prennent, entre guillemets, en otage le fonctionnement des juridictions? Ça pose vraiment des questions. Est-ce que l'exécutif veut vraiment qu'il y ait une solution à ces problèmes? Est-ce que les acteurs concernés eux-mêmes veulent qu'il y ait une solution à ces problèmes? Souvent, j'ai comme l'impression que les conflits sociaux, au lieu que l'on cherche à les résoudre en posant le problème sur la table pour voir qu'est-ce qui ne va pas, où se trouvent les responsabilités, on érige ça à une bagarre d'hommes. Et en ce moment, c'est le peuple qui est pris en otage. Oui, justement, M. Emmanuel Ouédraogo, on a comme l'impression que le peuple, le citoyen est pris dans l'étau de ce conflit-là, de cette opposition exécutive judiciaire qui sont dans les jeux d'intérêt, mais c'est le citoyen finalement qui prend le coup. Et l'état de droit avec. Alors, je pense que peut-être que cette perception qu'on peut avoir d'une sorte d'opposition est en réalité cultivée par l'exécutif. Parce que, naturellement, parce qu'en fait, l'exécutif dispose de tous les moyens pour accompagner l'ensemble des institutions de notre pays. Le Conseil supérieur de la magistrature ou tout le secteur de la justice en dehors du ministère de la Justice ne dispose pas des moyens ou des ressources propres pour pouvoir faire un bras de fer avec l'exécutif. C'est parce que justement il y a la nécessité d'aller toujours vers l'exécutif qu'il y a ce semblant de bras de fer, parce que l'exécutif travaille justement à ce que effectivement l'opinion ait ses sentiments. Je vous ai dit, en réalité, parce qu'on est permanemment dans les accusations. Et du reste, je ne pense pas que la procédure des magistrats par rapport justement aux retenues sauvages et arbitraires sur leur salaire puisse être considérée comme un bras de fer. Les magistrats veulent tout simplement qu'on applique les règles de la République. Dès lors que l'on considère qu'il y a un service qui n'a pas été fait, il faut procéder justement à des retenues sur la base du principe de proportionnalité. Et il y a une procédure qui relève du bon sens. Dans une juridiction, si on estime que quelqu'un n'a pas fait son travail, il y a quelqu'un qui est habilité à pouvoir dire ou constater. Et on a entendu ça et là que les chefs de juridiction n'ont pas voulu, ou je défie quiconque de dire ou de produire un élément permettant de dire que les chefs de juridiction ont refusé à la demande du ministère de la Justice de produire ces éléments-là. Et du reste, si on considère même si par hypothèse il y avait refus, le ministère dispose d'une inspection qui peut bien descendre dans les juridictions pour faire le constat. En réalité, on utilise la propagande, sachant que, en raison de la réserve de la magistrature, les gens restent la plupart du temps fermés. C'est à notre corps défendant que nous nous sommes vus obligés, en tant que syndicat de la magistrature, de communiquer avec l'opinion.
pour que les gens sachent que c'est trop facile d'utiliser donc le pouvoir régalien de l'État pour pouvoir imprimer une sorte de dictature sur les agents. Et ça ne se limite pas seulement aux magistrats, puisqu'il y a une tendance générale sur les agents publics de l'État. Alors, ce qu'il faut dire sur cette question, il n'y a aucunement un bras de fer entre la justice et l'exécutif. Il n'y a d'ailleurs pas de raison qu'il puisse avoir ce bras de fer. Il y a un refus manifeste de l'exécutif, donc de considérer le pouvoir judiciaire comme étant une instance qui a ses particularités et de pouvoir discuter véritablement avec cette instance-là, ce pouvoir-là, pour trouver les solutions. On prend M. Béré en ligne. Bonsoir. Ok, voilà. C'est justement, Wilfried Zondi, oui. Voilà, comme on l'a dit, une forme d'opposition finalement qui ne sert pas le citoyen, qui ne sert pas l'état de droit. Quand on regarde un peu l'environnement, quand on voyait l'exécutif, on dit oui, on a donné tous les pleins pouvoirs, tous les moyens à la justice. C'est la justice qui ne s'assume pas par rapport à son indépendance, par rapport à la construction de l'état de droit. Au niveau aussi du judiciaire, la tendance est de dire que oui, en vérité, l'exécutif ne nous facilite pas la tâche. Donc, du coup, on n'a pas toutes les capacités, tous les moyens pour pouvoir justement construire cet état de droit. Finalement, le citoyen est perdu. Oui. Merci. Je n'ai pas l'envergure suffisante autant pour moi de pouvoir arbitrer ces deux pouvoirs, loin s'en faut. Mais je pense quand même qu'il est regrettable qu'il y ait ce clash entre les deux pouvoirs. Parce que cela dessert non seulement notre démocratie, et cela est contre-productif vis-à-vis du justiciable. Le problème qui se pose, je pense, comme je l'ai dit ici, les deux pouvoirs doivent échanger. L'article 53 de la Constitution prévoit que le CSM, présidé par le président de FASO, puisse avoir des rencontres, même peut saisir le CSM pour discuter des questions relatives à l'indépendance de la justice. Il faut exploiter cette voie, au lieu de faire du sensationnel, comme l'a dit M. le juge sur les médias. Prendre du sensationnel également, il y a un élément également sur lequel j'aimerais intervenir, la question de la réserve des magistrats. De plus en plus, on voit des magistrats qui sortent pour prendre des positions politiques, des positions économiques, des positions sur des questions sociales. De mon point de vue, est-ce que, je m'interroge, un magistrat qui prend par exemple une position politique sur une question donnée et est amené un jour à statuer sur cette question, mais il offre une brèche pour être récusé. D'accord. Vous continuez tout de suite. Monsieur Ramdé en ligne, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute, monsieur Ramdé. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste intervenir pour dire que moi, en tout cas, à mon niveau, je félicite beaucoup les magistrats pour le travail abattu. Et quand même, revenir sur les blocages qu'on peut constater au niveau de la justice pour dire que, par exemple, quand on prend vraiment le cas où M. Emmanuel parle des blocages de la justice, des blocages du système. Quand on prend le cas de Yurgou, ou bien l'assignation du ministre par les magistrats en justice, vous avez vu que le dossier n'a pas sensiblement avancé parce que la justice n'avait pas les moyens pour faire avancer ce dossier-là. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une véritable collaboration entre la justice et le pouvoir exécutif pour faire avancer ce dossier, sinon le mécontentement que nous avons au sein de la population ne va pas s'estomper. C'est ce que je voulais dire. C'est pour dire que véritablement il y a des blocages qui sont indépendants même des magistrats. Malgré que leur bonne volonté, ça ne peut pas avancer parce qu'il y a des blocages. Il faut que les gens comprennent ça. Est-ce que ces blocages, vous les voyez politiques ou liés aussi à nos capacités aussi économiques? Parce que la justice aussi, c'est aussi avoir les moyens. C'est vrai que l'État n'a pas les capacités économiques pour pourvoir à tous les besoins de la justice. Mais, bon, je pense qu'il y a certains points sur lesquels on n'a pas besoin vraiment d'injecter de gros budgets pour pouvoir débloquer la situation. On pourrait le faire. Par exemple,
créer un corps des officiers de police judiciaire, ça allait permettre à la hiérarchie militaire de ne plus dire aux gens là, bon, arrêtez ce dossier en attendant. D'accord. C'est ce que je crois. Merci. Merci. Oui, Zondi, vous voulez terminer sur cette présence, vous pensez, trop récurrente, justement, des magistrats dans le débat politique? Ça me rappelle l'expression qui était consignée dans les recommandations de la Commission nationale des réformes qui parlait de l'activisme politique. Oui, je m'interroge. Je n'ai peut-être pas la solution, peut-être que le secrétaire général donnera son point de vue, mais je vois de plus en plus des magistrats, au détriment du principe de la réserve dont il a évoqué, qui prennent beaucoup plus de positions sur des questions sociales, politiques et économiques. Et des magistrats syndiqués? Je n'en sais rien. Parce que être syndiqué, ce n'est pas une obligation. Il y en a qui ne sont pas syndiqués au sein de la magistrature. Mais le fait de prendre des positions, est-ce que si ce magistrat, une fois, est amené à statuer sur une question où il a déjà pris une position, je pense, de mon point de vue, qu'il offre lui-même une brèche pour se récuser. Je m'interroge, je n'ai pas la solution. Peut-être que le SG pourra m'éclaircir sur ce point. Merci bien. Alors, ce que moi je voudrais dire, c'est que, bon, quand on parle de prise de position politique, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas encore vu un magistrat prendre une position politique. Du reste, sur la question, quelquefois, ça me fait un peu sourire parce qu'on a entendu faire les éloges des magistrats insurgés à un moment donné. Vous voyez, il y a un dilemme dans lequel on veut mettre les magistrats. À un moment donné, effectivement, il ne faisait pas bon d'être un magistrat réservé parce que lorsque vous êtes réservé, il y en a qui considèrent que vous êtes un magistrat acquis. On a entendu épiloguer sur la question de magistrat acquis. Les mêmes propos ont été utilisés par l'actuel ministre de la Justice concernant justement le juge Rapadenaba qui avait été débarqué en plein milieu d'instruction du dossier. Le ministre de la Justice a répété la même chose, mais ça m'étonne qu'on n'en parle pas. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est-à-dire, moi je pense que la prise de position politique, quand les gens parlent de prise de position politique, il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce que ce sont des magistrats syndiqués qui agissent ou ce sont des magistrats pris individuellement en dehors du cadre de l'exercice de leur mission syndicale qui s'exprime. Et dans le cadre syndical, il est de principe général consacré par le Comité de la liberté syndicale que les syndicats ont le droit de prendre des positions sur des questions socio-économiques qui présentent un intérêt pour les travailleurs, de façon générale. Le magistrat est un travailleur, le magistrat est un agent. Certes, il a des particularités, mais en même temps, on se rend compte aussi que quand on dit que les magistrats, ils sont particuliers, j'ai souvenance de toute la polémique qu'il y a eu autour, bien sûr, de leur rémunération. À un moment donné, nous, magistrats, on se posait la question de savoir qu'est-ce que l'on veut bien pour ce pays. Parce qu'en réalité, le magistrat qui exerce une charge, en réalité, sa fonction est une véritable charge, qui a des contraintes sérieuses sur le plan professionnel. Et on ne veut pas lui reconnaître justement ce particularisme-là en rapport avec son statut. Et si vous constatez que depuis un certain temps, les syndicats de magistrats s'évertuent à se faire comprendre, c'est parce que justement, il y a eu une tendance de remise en cause de leur statut. Vous avez tous suivi le projet de loi organique du ministre de la fonction publique, CENI. Vous avez suivi qu'à un moment donné, au début justement donc, de ce projet, on avait dit que les magistrats n'étaient pas concernés tout comme les militaires. Et curieusement, le ministre CENI, il arrive, je crois qu'au moment où c'est Clément qui a entamé le processus, il avait clairement dit que les magistrats n'étaient pas concernés comme les militaires. Et le ministre CENI, curieusement, vient. Je ne sais pas si c'était une mission qu'il voulait, qu'il était venu pour cette mission-là. Il vient et il veut forcément impliquer les magistrats dans le processus. Alors que notre statut est très clair là-dessus.
pour toutes les questions qui intéressent la magistrature, c'est cette loi organique qui règle. Et c'est le ministre de la Justice qui est porteur justement de ce texte. C'est le ministre de la Justice qui traite des questions, le ministre de la Justice, conjointement avec le ministre de l'Économie et des Finances, qui traite des questions en rapport avec la rémunération des magistrats. Le ministère de la fonction publique n'a rien à y voir. Alors, donc, et ça figure dans le statut de la magistrature. On s'est évertué à leur faire comprendre que les magistrats ne se sentent pas concernés par ce processus-là. Mais malgré tout, il y a comme une persistance aveugle et sourde là sur ces questions-là. Alors, donc, les magistrats sont obligés de s'exprimer pour faire comprendre en réalité qu'il faut être sincère, honnête dans la communication avec l'opinion. Je pense bien que si l'exécutif avait clairement dit, comme Abdoulaye Wade l'a fait au Sénégal, comme Laurent Gbagbo l'a fait en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont adopté des textes spécifiques pour les magistrats, ils l'ont clairement dit. L'exécutif a assumé sa responsabilité sur la question. Pourquoi l'exécutif burkinabé refuse d'assumer sa responsabilité? Du reste, je crois que lors des États généraux, le diagnostic qui a été opéré et les propositions qui ont été faites et qui ont été adoptées, je crois qu'en toute sincérité et en toute logique, il n'y avait pas lieu de remettre en cause ce processus qui est issu d'un contexte où on estime que c'est le point de départ. Lorsque vous prenez le pacte dans son préambule, je crois que pour pouvoir comprendre le contexte d'adoption de l'ensemble des textes, il faut repartir vers le pacte. Dans le pacte, il est clairement dit, considérant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ayant conduit à la mise en œuvre d'un pouvoir de transition, considération l'aspiration du peuple burkinabé à un état de droit où la justice joue pleinement son rôle de pouvoir, prenant en considération le fait que les pouvoirs judiciaires et exécutifs ont des devoirs envers tous les citoyens burkinabés qu'ils doivent concourir à l'existence d'une justice équitable pour tout le peuple burkinabé et qu'ils sont tenus de s'efforcer de promouvoir et de respecter les dispositions contenues dans le présent pacte. Et considérant enfin que les États généraux constatent que cette situation a eu pour conséquence, ils ont évoqué l'ensemble donc de tout ce qu'ils ont considéré comme influence de politique remettant en cause l'indépendance, la fragilité des magistrats face au pouvoir économique et politique, l'inadéquation. Et ils ont dit que ça a eu pour conséquence l'accroissement de la justice privée, l'incivisme généralisé, la désagrégation de la société, l'intolérance, et sur cette base, se sont engagés. Ce qui déconstruit l'état des droits. Absolument. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il faut se ressourcer dans ce préambule-là pour comprendre le contexte d'adoption de ce pacte-là. Et on a tendance à vouloir dire, bon, écoutez, la transition, c'est une époque, aujourd'hui, c'est une autre époque. L'État, c'est une continuité. Ah oui, bien sûr. On prend M. Ablassé Rwamba en ligne de Koudougou. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, on vous écoute, M. Rwamba. Voilà, je voudrais dire que par rapport à l'indépendance de la justice burkinabé, l'opinion publique va très souvent vite en besogne. Vous savez, on dit que même les plus beaux textes peuvent, en tout cas au niveau de l'application, finalement être un scandale. En réalité, ce ne sont pas les textes qui font l'indépendance de la justice. C'est le fonctionnement. Ce sont les moyens en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, qu'on met à la disposition de la justice là. C'est ça qui va permettre à la justice d'assurer son indépendance. Mais bon, vous savez que c'est un corps qui, entre-temps, a eu des augmentations au niveau des salaires, tout ça. Ça fait grincer beaucoup de temps. Et ensuite, il y a eu la question des coupures et autres. On se dit, non, la justice est indépendante. Mais partout ailleurs, rendre la justice, c'est un problème très complexe. Celui qui gagne le procès dira que c'est bien. Celui qui perd le procès dira que ce n'est pas bien. Donc, en fonction des dossiers, l'opinion peut, en tout cas, jeter des applaudissements ou bien du discrédit sur la justice. Et je pense qu'un avocat avait dit que l'opinion publique, chassée là, voilà, n'avait pas besoin de l'opinion publique. Mais on dit par exemple que nul n'est censé ignorer la loi, alors que beaucoup de Burkinabés ignorent la loi. C'est pour dire que la justice, c'est un domaine assez complexe. Et si c'est par rapport à l'opinion, c'est un peu difficile. Même nous, qui semblons parfois être intellectuels, nous avons de la peine à comprendre la justice. Donc, il ne faut pas s'attendre un jour à ce que les gens, en tout cas, applaudissent la justice pour moi.
Mais ce qu'il faut, il faudra qu'on travaille à donner les moyens nécessaires aux juges. Si on donne l'ensemble des moyens nécessaires et que maintenant il y a des problèmes, on peut accuser les uns et les autres. C'est vrai que bon, dans toute corporation, il y a des petits cadres, mais je veux dire que c'est un secteur très très sensible. D'accord. Maintenant, en tant qu'éducateur, je voudrais vraiment que les procès qui sont tenus ça et là ne soient pas vus comme un leurre. Moi, je pense que c'est même bénéfique pour l'état des droits. Mais c'est le résultat. C'est le résultat. Même si, en tout cas, à l'issue de ces procès, si en tout cas la loi est dite, c'est bien pour l'avenir. D'accord. Merci, M. Ramba. Madji Tenga, la question, c'est aussi ça. Il parle de moyens, c'est aussi, comme on l'a dit, il y a une méconnaissance aussi de l'institution judiciaire, son fonctionnement, ses acteurs. C'est aussi qu'il faut investir aussi dans ce travail de faire comprendre l'institution judiciaire pour pouvoir effectivement aussi lui permettre d'être cette locomotive de construction de l'état de droit. Exactement. M. Djebré, c'est pourquoi je vous ai dit au départ que l'indépendance de la justice est une question de volonté politique. Je vous prends un cas simple. La chambre criminelle. L'article 11 qui régit la chambre criminelle dit que la chambre tient au moins une session par mois. Au moins une session par mois. Allez-y comprendre. Combien de sessions la chambre arrive à tenir dans l'année, je ne dis pas dans le mois. Au maximum 3. Et là encore, dans quelles conditions? Nous sommes souvent commis pour défendre des gens devant cette chambre criminelle. Et quand vous partez aux assises, et on vous dit que le financement des assises est assuré par des partenaires, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'État burkinabé. Des partenaires. Des partenaires qui assurent le financement de la tenue des sessions de la chambre criminelle. Dans quel État sommes-nous? Et quand vous regardez la manière dont la justice est rendue maintenant, vous vous posez des questions. Parce qu'il y a un nombre de dossiers qu'il faut juger forcément par session. Tout simplement parce que le bailleur attend un rapport. Et si vous ne fournissez pas ce rapport, ce n'est pas évident que la prochaine fois, vous aurez des financements. Est-ce que vous pensez que manifestement, l'État burkinabé ne peut pas assurer la tenue de ces audiences-là, pendant qu'on gaspille l'argent ailleurs? Vous pensez véritablement que c'est ça? Or, la chambre criminelle juge des gens qui sont en détention depuis des années. Il y en a qui sont en détention depuis 10 ans, qui attendent jugement, qui ne sont pas jugés. Tout simplement parce qu'on ne veut pas mettre les moyens pour que les sessions se tiennent. Ce n'est pas de la volonté politique, ça. Je ne pense pas que le magistrat puisse enlever l'argent de sa poche pour organiser des sessions parce que tout simplement, il veut juger. Les responsabilités sont partagées. Le fonctionnement de la justice est assuré par l'exécutif. On est d'accord. Le juge, maintenant, est chargé de rendre la justice. À ce niveau, il faut que chacun s'assume. Finalement, quand effectivement le financement de la justice est assuré effectivement par l'exécutif et quand on sait aussi qu'il peut avoir tous ces conflits d'intérêts, finalement on se demande si est-ce qu'il ne faut pas imaginer un autre mécanisme qui permette justement à la justice d'avoir cette autonomie financière qui lui permet justement de faire ce travail. Tout cela est une volonté politique. Si vous voulez que la justice ait les moyens financiers pour bien fonctionner, vous savez où ça se passe. L'État a un budget commun. Il n'y a pas un budget pour l'exécutif, un budget pour le législatif et un budget pour le pouvoir judiciaire. C'est réparti. Mais c'est dans la répartition qu'il faut savoir où sont nos priorités. Qu'est-ce que nous voulons? Si nous pensons que nous voulons promouvoir un État de droit, si nous pensons que nous avons des droits fondamentaux que nous voulons défendre, protéger et garantir, nous savons là où il faut mettre les moyens aussi. Parce qu'en réalité, l'indépendance de la justice, tant que l'on n'est pas devant le juge, on ne mesure pas avec effectivité l'indépendance de la justice. Quand vous allez comparaître devant le juge, c'est en ce moment que vous comprenez que tous, autant que nous sommes, nous avons intérêt à ce que la justice soit indépendante. Je n'avais pas imaginé qu'après l'insurrection, on allait encore se retrouver dans des situations pareilles en matière judiciaire. D'accord, on est en fin d'émission. En même temps, vous allez nous dire, finalement, c'est la justice qui devrait être la locomotive
de la construction de l'état de droit ou finalement c'est l'exécutif à votre avis? Je pense que la justice peut être la locomotive, mais il faut lui donner les moyens nécessaires. Vous savez, dans le principe de la hiérarchie des normes, Hans Kelsen disait que la hiérarchie des normes, pour qu'elle soit effective, il faut qu'elle soit assurée par une juridiction. Et qui adopte les normes? C'est le législateur. Qui les exécute? C'est l'exécutif. Qui contrôle? C'est le juge. Tant que vous n'avez pas le juge dans ce processus, vous pouvez être sûr qu'il sera inachevé. Et s'il est inachevé, qui paie les pots cassés? C'est le peuple. C'est pour ça que l'on dit que la justice est rendue au nom du peuple. Donc, il faudra que chacun, à son niveau, accepte d'assumer sa responsabilité. Mais il faudra aussi qu'on comprenne que le pouvoir judiciaire ne se limite pas aux magistrats. Parce qu'il y a des auxiliaires qui sont là, sans lesquels aussi le juge ne peut pas juger. C'est un ensemble. Sans le greffier, il y a des audiences qui ne peuvent pas se tenir. Sans l'avocat, il y a des audiences qui ne peuvent pas se tenir. Sans l'huissier, il y a des audiences qui ne peuvent pas se tenir. Donc il faut savoir que l'ensemble de ces acteurs doivent collaborer aussi en bonne intelligence pour le bon fonctionnement de la justice. Quand la justice marche là, c'est dans l'intérêt de tous. Et tant que vous n'avez pas séjourné à la maison d'arrêt, vous ne savez pas ce que c'est que la justice. Or, la justice, la maison d'arrêt, c'est comme les cimetières. C'est comme l'hôpital. Vous ne savez pas quel jour vous allez vous y rendre. Ce n'est pas parce qu'à chaque fois on a fauté qu'on est là-bas. Mais en attendant que l'on apprécie pour voir si oui ou non vous avez commis une faute, vous comparaissez devant qui? Devant un juge. Vous avez intérêt à ce que lui-là applique que la loi. Il y a au passage, l'actualité aussi, c'est aussi cette décision du président de Faso de libérer des prisonniers, mais visiblement ça coince aussi quelque part. Justement, vous voyez, depuis un certain temps, nous sommes dans une cacophonie d'illégalité permanente. Lorsque il faut prendre un décret pour gracier des détenus, il y a des procédures à suivre, n'est-ce pas? Et quand on regarde la liste des gens qui ont été proposés pour être graciés, vous vous rendez compte que des gens n'ont même pas été jugés et on veut les gracier. La grâce sert à quoi? À pardonner quelqu'un qui a été condamné. Vous avez été accusé, ou on met même le principe de présomption d'innocence. On vous libère, c'est comme si on avait considéré que pour vous, c'est acquis, vous avez été condamné, donc on vous libère. Vous voyez que ce sont des principes fondamentaux qu'il faut garantir. Celui-là que vous avez libéré, sans qu'il ne soit jugé, on le considère comme condamné, ou bien on le considère comment? Quand il va établir son casier judiciaire, qu'est-ce qu'on met dessus? D'accord. Autant de choses. Oui, Wilfried Zoundi, pour terminer justement sur le thème, justement, la justice comme locomotive, au boulet finalement de la construction de l'état de droit. On prend le cas du Burkina à l'état acteur des choses, où on est notant avec comment on mesure la qualité de l'état de droit au niveau du Burkina. Est-ce que la justice à l'état pas de jeu dans son fonctionnement actuel peut être considérée comme une locomotive ou finalement un problème pour la construction de cet état de droit? En droit constitutionnel, on dit que la justice est la clé des voûtes d'un système démocratique. La justice ne peut pas se permettre d'être un boulet de la construction de l'état de droit. C'est un devoir pour la justice et c'est un devoir également pour les autres pouvoirs, d'accompagner le pouvoir judiciaire pour lui permettre de jouer son rôle, le rôle qui est le sien. Ce n'est pas pour rien, lorsque on prend l'esprit de l'ordre de Montesquieu, on dit en réalité, il ne faut pas qu'il y ait une confrontation entre les pouvoirs. Il faut qu'il y ait une collaboration dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt de la protection des droits et devoirs des citoyens. Puisque si la justice est inefficace ou inexistante, l'état de droit lui-même est en danger. Oui, vous terminez, Emmanuel. Oui, alors je pense que, comme ils l'ont dit, la justice doit être une locomotive pour l'état de droit. Parce qu'un État sans justice ne peut même pas être reconnu dans le Conseil des Nations comme un État de droit. Et on apprécie la vivacité de la démocratie d'un État sur la base de la santé de sa justice. Si la justice rencontre des difficultés dans un État, ça veut dire que cet État-là, il ne fait même pas bon d'y aller. N'en parlons pas, y vivre.
Donc, de mon point de vue, c'est vraiment important ce qui est dit. Et je crois que c'est en même temps une interpellation pour les autorités politiques de notre pays. Il faut avoir une autre vision. Il faut changer de paradigme. Ne pas considérer les actions aujourd'hui qui sont menées notamment par les syndicats de magistrats comme étant une tendance à faire de l'opposition avec l'exécutif. Ou à défier l'exécutif. Ou à défier l'exécutif. C'est la recherche du chemin d'une véritable justice qui est en train, qui anime en fait les acteurs. Et je voulais rebondir par rapport à l'exemple très pertinent que M. Kitanga a pris tout à l'heure par rapport aux assises criminelles, parce que c'est vraiment un sérieux problème. Hein. C'est vraiment un sérieux problème. Et malheureusement, on subit dans le silence cette réalité. Parce qu'effectivement, s'il faut que les partenaires techniques et financiers viennent assurer le financement des assises criminelles dans un pays souverain, vraiment, il y a de quoi se poser des questions. Par rapport justement au budget du ministère de la Justice, le pacte avait déjà annoncé, donc comme engagement qui a été signé par les acteurs publics comme bien sûr les différentes composantes de la société, que le budget, notamment à son article 72, le budget du ministère chargé de la Justice doit être porté à au moins 2% du budget national pour compter de l'année 2016. En 2016, si je me réfère au tableau de bord de la gouvernance édition 2019 donc de l'INSD, en 2016, la part du budget du ministère de la Justice était de 0,98% et il est passé à 1,37% en 2018. Ça veut dire qu'on est encore loin des 2%. Voilà. Alors donc, c'est dire qu'il faut une volonté réelle, une volonté politique d'accompagner la justice. Et je pense que si cette volonté est réelle, certainement, on ne manquera pas de ressources pour accompagner la justice. Il y a peut-être qu'entre-temps aussi, les priorités ont changé peut-être pour le gouvernement avec cette question sécuritaire, mais maintenant aussi cette question sanitaire. Ça peut avoir aussi, ça peut être une explication aussi à cette question du budget. Merci à tous. Emmanuel Ouedraogo, secrétaire général du SAMAB, le syndicat autonome des magistrats du Burkina. Merci. Avec nous également, Maître Ibrahim Samuel Gitanga, avocat au barreau du Burkina. Merci d'être venu. Et Wilfried Zoundi, juriste, ancien député au Conseil national de la transition, rapporteur de la loi sur les statuts de la magistrature. Merci. Ça sera tout donc pour ce dialogue démocratique voulu par le Centre pour la gouvernance démocratique, Justice burkinabé, locomotive ou boulet de la construction de l'état de droit. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre dialogue démocratique avec le Centre pour la gouvernance démocratique, CGD. Bonsoir.